Et donc, du coup, ça veut dire que si, par exemple, donc moi, basé, pas en Afrique, mais admettons, bah, en Europe, j'ai un compte sur Mhm. Coinbase, je peux en fait Bien sûr. déplacer ce compte vers Ijara. C'est ça? Tout à fait. Si tu as un compte sur Coinbase, ce que tu peux faire, c'est d'aller regarder. D'ailleurs, quand tu as un compte sur Coinbase, il faut savoir que c'est Coinbase qui est propriétaire de tes cryptos, hein. Parce que Coinbase, c'est centralisé. Donc, Coinbase, en fait, il te donne, Coinbase, c'est comme une banque. Il te donne une représentation de l'argent que tu as, mais il peut s'avérer que demain, Coinbase te dise, ah, ben finalement, on n'a pas bien vérifié ton identité, il faut que tu nous envoies la preuve que tu as vraiment gagné cet argent, donc pour le moment, on bloque ton compte. Ou Ah, alors, Coinbase te dit, ah, ben les services sont indisponibles, ben, il n'y a pas moyen d'y accéder, il n'y aura pas moyen d'y accéder. La différence avec Ijara, c'est que nous sommes décentralisés. Donc, on n'a jamais la propriété. On ne peut pas bloquer ton compte. Et même si Ijara est indisponible, avec tes 12 mots, tu peux aller sur d'autres applications décentralisées comme Ijara et retrouver et pouvoir accéder à tes fonds. Donc, repartons sur ton exemple pratique. Tu as un compte sur Coinbase et tu dis à Coinbase, je veux l'envoyer, je veux envoyer mes bitcoins ailleurs. Tu vas sur Ijara, tu cliques sur recevoir, on te donne ton adresse, l'adresse de ton portefeuille Ijara, portefeuille Bitcoin, et sur Coinbase, tu le rentres et instantanément, quand tu fais le transfert, 10 minutes, 15 minutes si c'est Bitcoin, quelques secondes, quelques minutes si c'est Tezos, par exemple, tu as tes cryptos sécurisés. Souvent, je ouais. conseille les personnes qui sont peut-être en Europe, c'est sûr que si vous voulez voilà, acheter temporairement, vous vous en foutez du fait que ben, vous pouvez les perdre ou que c'est du long terme, ben, allez sur les plateformes centralisées. Mais si vous vraiment vous êtes dans une démarche de construction de patrimoine, souvent j'explique aux gens, quand vous achetez le Bitcoin, pensez, ayez la même approche que quand vous achetez un terrain. Les gens achètent des terrains, par exemple, au Cameroun, quand les gens ont eu à investir il y a 10 ans, acheter des terrains à Yassa, ils se disaient, j'achète ce terrain à Yassa parce que je pense que dans 10, 15 ans, 20 ans, le terrain vaudra beaucoup plus cher et je pourrais même le transmettre à mes enfants. Pensez Bitcoin comme terrain numérique. Pensez à ça comme quelque chose que vous avez sur la durée, mais vous pouvez aussi le transmettre en fait. Et j'ai des clients, d'abord, c'est beaucoup de femmes qui ont vraiment compris cette démarche-là. J'ai beaucoup de femmes en fait qui viennent tous les mois me disent, ah ben finalement, avant, je mettais sur le compte bancaire de mes enfants, ben, j'ai décidé de prendre une partie et d'acheter du Bitcoin, un peu de Bitcoin à mes 4 enfants. Parce que même si je ne comprends pas totalement cette technologie, intuitivement, je sens qu'on vit une révolution. Je sens que c'est quelque chose comme Internet il y a 20 ans et que dans 20 ans, on ne sait pas on ne sait pas ce que cela deviendra. Et pour conclure, Vanessa, je dirais, pour ceux qui se disent encore, mais je ne comprends pas, je dirais, écoutez, quand Internet est arrivé, il y a 20 ans, les meilleurs analystes disaient Internet sera un autre canal média. Donc, il y aura la télévision, il y aura la radio, il y aura Internet. Sauf qu'aujourd'hui, Internet, c'est tout. La radio est sur Internet, les podcasts. La télévision est sur Internet, Netflix et consorts. Donc, maintenant, nous sommes dans une phase avec les crypto-monnaies, les crypto-actifs où on se dit, ah ben les crypto-monnaies, c'est une classe d'actifs, à investir comme l'or, l'argent, les actions, les obligations. Je suis convaincue que dans 10, 20 ans, tout sera sur la blockchain. Les actions seront tokenisées, on parlera de crypto-actions, les obligations seront tokenisées, ce sera les crypto-obligations, les métaux précieux, les terres, l'immobilier, tout sera sur la blockchain parce que ce sera l'infrastructure de base pour le transfert de la valeur. Donc, il y a 20 ans, ni toi ni moi n'aurons pu saisir cette opportunité-là. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc, dans 20 ans, on dira quoi à nos enfants? On dira qu'on a su, mais qu'on a douté. On dira qu'on a su, mais qu'on hésitait. D'ailleurs, du coup, petite question. Est-ce qu'il faut un minimum pour investir sur Ijara? Donc, sur le Bitcoin et Ethereum, qui sont des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus vieilles, qui ont pris énormément de valeur récemment, et dont finalement, du coup, comme les frais de transaction sur la blockchain, parce qu'à chaque fois qu'on fait des transferts, il y a des frais à payer, ils sont labellisés en Bitcoin ou en Ethereum. Et évidemment, un Bitcoin à $1, ce n'est pas la même chose qu'un Bitcoin à $60. Donc, quand il faut payer 0,0005, un coup, ça fait 2 centimes. Aujourd'hui, ça fait, par exemple, $20. Donc, du coup, on a dû mettre un prix minimum de 50 000 francs CFA quand on est en Afrique afin que, ben, comme finalement, nous, on couvre ces frais-là,
que la personne, quand elle reçoit peut-être l'équivalent de, voilà, elle va recevoir peut-être 42, 43 000 parce qu'il y a les frais blockchain qu'on a payés, il y a les frais Ijara, qu'elle se dise pas si elle avait eu acheté 20 000 et qu'elle reçoive 2 000, ah, mais c'est des voleurs, ils ont tout pris. Alors qu'en fait, finalement, les frais blockchain qu'il faut payer aux mineurs qui sécurisent les blockchains sont énormes, en fait. Mais sur la monnaie Tezos, qui est beaucoup plus récente, et qui est optimisé pour des frais minimes, c'est 5 000 francs CFA. Parce que j'ai toujours été convaincue qu'il fallait vraiment qu'on puisse ouvrir à tout le monde. Quand tu es du côté de l'Europe, États-Unis et tout, je crois que c'est 50 $, 50 €, 50 pounds, enfin, c'est l'équivalent, voilà. D'accord. Du coup, attends, tu t'abordes tellement de sujets hyper intéressants, j'essaye de garder. Parce que je voulais revenir sur le fait que tu disais que tu penses que tout après va bouger en gros sur la blockchain. Alors, essayons de prendre un exemple pratique parce que du coup, même moi, j'ai envie de un peu mieux comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par exemple, même l'immobilier pourrait bouger sur la blockchain? Quelle sera en gros la différence en termes de pratique, en termes d'approche, en termes d'investissement, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Non, mais je comprends. En fait, l'immobilier, on va prendre deux cas d'usage. Déjà, le cas du cadastre. Aujourd'hui, tu sais comme moi, le nombre de fois où un terrain est vendu à 10 personnes, le nombre de fois où on ne sait pas vraiment prouver à qui appartient le terrain, c'était quoi la ligne de succession du terrain, c'est immense. Donc, demain, en fait, en utilisant la blockchain, on est capable, quand on enregistre le terrain, de l'enregistrer aussi sur la blockchain, comme c'est un livre finalement, un registre de transactions qui est immuable, qui est non modifiable, non falsifiable et qui est chronologiquement ordonné. Donc, on peut savoir que le terrain avec les coordonnées, comment on appelle ça, localisation géographique, longitude, latitude, temps, a été enregistré à telle date, à telle heure, par telle personne. Et donc, du coup, tu as la propriété. Et quand tu veux vendre ce terrain-là, tu es censé pouvoir prouver, parce que via la blockchain, tu peux prouver que tu possèdes ce terrain. Vu que tout est public, en fait, la personne va aller regarder l'ID du terrain et elle compare avec ton ID à toi, toujours des identités sur la blockchain. Hein, et du coup, elle a la preuve que c'est à toi qu'appartient le terrain, qui n'a pas encore été vendu à quelqu'un. Et demain, si tu dois vendre à quelqu'un, mais vu que tu reçois un paiement, tu transfères aussi la propriété à cette personne-là de manière irrémédiable. Donc ça, j'imagine l'application sur tous les soucis de cadastre qu'on a aujourd'hui en Afrique, sachant que la propriété, en fait, c'est la base, quand je disais l'économie, le commerce, c'est la base de toute civilisation. En fait, je me suis fourvoyée. C'est d'abord la propriété. Pouvoir être sûr qu'on vit dans une société où ce qu'on possède peut continuer à nous appartenir et on peut, parce que finalement, si on peut prouver qu'on le possède, ça veut dire que demain, quand on va en banque prendre un crédit, de manière, on peut dire, voilà mon collatéral et il m'appartient vraiment. Et on n'a pas tracasserie, où il faut faire des recherches, ou parce que le risque perçu par la banque, vu qu'elle sait qu'il y a des conflits, est énorme, on a des taux d'intérêt défavorables. Ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, si je prends l'immobilier commercial, aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils investissent dans l'immobilier à titre individuel, c'est souvent l'immobilier résidentiel parce que c'est plus accessible, on achète un appartement, on met en location et tout. Alors que finalement, l'immobilier commercial est beaucoup plus lucratif parce que quand on achète un immeuble où on sait qu'il y aura des grosses boîtes, AXA, Prudential, Google, Facebook, c'est des sur 10, 20 ans, souvent c'est des loyers beaucoup plus importants, mais le d'entrée aujourd'hui est très élevé. En général, vous allez regarder, hein, c'est 250 000 $ minimum, la part et tout, il faut acheter plusieurs parts et c'est complexe, il faut mettre des notaires, c'est immense. Demain, en fait, la blockchain permettra de faire ce qu'on appelle la tokenisation. Ça veut dire, je suis au Cameroun, il y a un immeuble d'une valeur de 30 millions de dollars qui se vend, qui veut se construire ou alors qui veut ou même qui se vend finalement à San Francisco. Me dit, j'ai envie de participer au deal, mais moi, je n'ai que
voilà, l'équivalent de 100 $. Eh bien, grâce à la tokenisation sur la blockchain, on pourra finalement, plutôt que d'avoir cet immeuble de 30, 40 millions de dollars, être toujours coopté par les gros qui ont chacun des tickets de 1 million, 2 millions, mais demain, toi en Afrique, tu pourras acheter pour 100 $ de l'immeuble, un autre pourra acheter pour 20 $, pour 1000 $, pour 100 000 $. C'est le monde dans lequel on vit, c'est la démocratisation de l'investissement et c'est le fait qu'on crée un monde sans frontières. Internet nous a aidé à créer l'information sans frontières. Eh bien, le Bitcoin, la blockchain va nous permettre de créer cette financiarisation sans frontières, où finalement, on peut être quelque part et on n'est pas toujours exposé au risque systémique de là où on est. Parce que quand il y a une guerre, par exemple, et qu'on a pu seulement investir là où on est, ben, souvent, on perd tout, même si ce n'est que temporairement, le temps que la paix revienne, alors que si on peut diversifier ses investissements et se dire, oui, j'investis 90% de ce que j'ai en local parce que je veux participer à l'économie réelle de mon pays et de ma communauté, mais 10%, parce qu'il faut quand même diversifier, je le mets dans un petit immeuble à Singapour, je le mets un peu sur le Bitcoin côté numérique, je le mets ici ou là. Voilà. Donc, c'est un peu ça les cas d'usage que je peux te présenter sur l'immobilier. Non, c'est super intéressant. Finalement, c'est une sorte de crowdfunding, mais limite, en fait, on pourrait se débarrasser des plateformes de crowdfunding. Et en fait, exactement, c'est ça. Sur la blockchain. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est le concept du crowdfunding, c'est exactement ça. Exact. Et du coup, alors ça, c'est le côté hyper positif. Alors, je vais jouer un petit peu, on va regarder un peu le côté un peu négatif. Si du coup, ta richesse finalement est publique, est-ce que ça ne veut pas dire que l'État peut venir après dire non mais attends, regarde tout ce que tu possèdes et où sont les impôts qui correspondent à ça? Ben, c'est une très bonne question parce que la richesse est publique, oui et non. En fait, tout est transparent. La richesse, c'est quoi? C'est les adresses. C'est des adresses que tu crées. Ce n'est pas tout. Il n'y a nulle part marqué Vanessa possède ça. Il n'y a nulle part marqué Nelly Chatoué-Diop a tant de Bitcoin. En fait, c'est des adresses de portefeuille que tu crées. Ben, tu peux en créer autant que tu veux. Donc, c'est pour ça aussi c'est pour ça aussi qu'on a les gouvernements qui sont bien embêtés par rapport à cette économie-là, parce que comment faire en sorte qu'ils continuent à garder la même mise sur les impôts, les taxes, même si moi je suis une grande défenseuse des impôts, je pense qu'il faut payer des impôts pour pouvoir développer les routes, les infrastructures, les hôpitaux et tout. Mais je pense aussi qu'on a vécu plusieurs décennies où en face, on n'avait pas d'accountability. Moi, demain, je veux bien payer mes impôts, mais je veux aussi pouvoir de manière très transparente savoir que tel pourcentage est allé construire telle école, tel autre est allé faire ça et que ça a vraiment été utilisé pour ce pourquoi c'était destiné. Et demain, c'est ça aussi que va permettre ce truc, c'est qu'on sommes des citoyens sans frontières, on pourra décider de participer plutôt à la construction des gouvernements, des États vertueux versus ceux qui le sont moins parce que finalement on se dit, ils dépendent les fonds qu'on leur consacre, donc aucun incentive pour nous en tant que citoyens de participer à cette mascarade-là. Et d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça aussi que tu as beaucoup d'annonces, que ce soit Christine Lagarde, que ce soit même en Angleterre récemment, de banques centrales qui disent on va créer des monnaies digitales de banques centrales. Pourquoi ils veulent le faire? Donc, ils s'imaginent qu'avec l'euro digital, ils pourront tout tracer finalement parce que même s'ils ne peuvent pas savoir exactement quelle est la valeur des bitcoins que tu as achetés, ils peuvent bien, si tu dois acheter avec l'euro digital, comme ce sera tracé aussi, on verra qu'à un moment donné, tu avais 100 € digital, tu as acheté, je ne sais pas, un bitcoin. Donc, on peut faire le lien entre ton euro digital et ton adresse. Voilà. Donc, après, il faudra rentrer dans une sorte de jeu un peu de dupe. Mais il y a aussi des blockchains qui permettent d'être totalement anonymes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une transaction, on modifie son adresse. Voilà, il y a plusieurs techniques, ça devient beaucoup plus compliqué. À l'heure actuelle, pas besoin d'aller jusque là. Il faut juste se dire non, c'est pas parce que c'est public qu'on a toute sa fortune affichée, parce que on a énormément d'adresses possibles et que ça demande aussi une analyse de données de malade mental. Personne n'est encore prêt, mais à l'avenir, c'est des questions qui vont se poser. Je pense qu'il y aura forcément une contre-attaque de ce côté-là. Et nous, en tant que citoyens,
ou alors ceux qui sont plus techniquement pointus que moi sur ces domaines-là, ils vont sûrement avoir à cœur aussi de mettre à notre disposition des outils pour jouer à ce jeu de bandit police à venir, quoi. En tout cas, ça promet beaucoup d'étincelles. Ah oui, mais justement, j'allais te poser la question. Est-ce que tu as eu un retour de gouvernement ou de banque centrale, notamment avec le franc CFA par rapport à Ejara? Ben écoute, on a eu une excellente nouvelle dernièrement.